sommes avec Didier Château, qui est président fondateur du groupe Général des Services et cofondateur et président de Domus Prévention. Bonjour Didier. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et puis présenter les deux entités? Alors, rapidement, Général Services est un historique dans le service à la personne, puisque c'est une entreprise que j'ai créée il y a 21 ans, avec un positionnement immédiat sur le multispécialiste. Donc, nous intervenons autant auprès des familles que du maintien à domicile. On s'est spécialisé depuis 2014 sur la silver economy, donc avec une particularité où on aménage le logement avec des artisans qu'on a labellisés, qui sont tous Handibat. Tous nos franchisés suivent une formation Handibat. Donc, on est courtier en travaux en plus du service à la personne pour avoir vraiment une réponse très globale en fait aux besoins d'adaptation du logement et aux besoins donc de vie à domicile. Et puis par ailleurs, effectivement, j'ai créé Domus Prévention avec deux associés qui est maintenant un réseau qui compte plus de 400 ergothérapeutes conventionnés à partir d'une tablette et d'un logiciel et qui fonctionne sur un algorithme qui prévient, qui est prédictif sur la chute et qui permet de faire des diagnostics pour qu'un artisan puisse adapter le logement d'une personne. D'accord, donc beaucoup d'informations. On va commencer par les services et après on parlera de Domus Prévention, sinon en fait je ne vais pas y arriver. Euh, Si tu peux présenter l'ampleur, la grandeur de ton réseau, qu'on comprenne bien l'étendue de ton réseau et puis des exemples de services que tu proposes également. Donc, Général Services donc, ils sont présents en réseau d'agences. Donc, on a 70 points de vente en France. On a une vraie accélération là depuis 2 ans. On ouvre une agence tous les mois D'accord. avec 2000 salariés, 20 000 clients et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une sphère très large du domicile puisqu'on va de la garde d'enfants de moins de 3 ans, en passant par le jardin, l'entretien du cadre de vie, les livraisons, les préparations de repas, l'accompagnement avec des véhicules spécialisés équipés pour les fauteuils roulants, D'accord. et puis donc évidemment l'auxiliaire de vie et donc aide à la toilette au lever, assez classiquement. Et puis donc tout ce qui était l'assistance avec des partenariats assez innovants, des assistances un peu plus intelligentes que le simple bouton. En fait, on s'est spécialisé dans une réponse un petit peu techno sur l'accompagnement du domicile. On est en veille permanente et on est devenu un réseau de distributeurs en fait de solutions de silver economy. D'accord. Les enjeux de ce secteur-là des services pour les prochaines années, c'est quoi? Bah, les enjeux, c'est, réussir un marché qui aujourd'hui est complètement hétérogène, atomisé, avec une rentabilité relativement faible. Alors, elle existe pour certains, hein, qui sont structurés, qui ont réussi à mettre en place, des modèles économiques rentables, mais souvent sur des niches. On est souvent sur des micro-marchés, alors que le domicile, c'est vraiment la voie, attendue sur, la quadrature du cercle qui est la future loi autonomie. On considère que le domicile doit être la voie à développer, sauf qu'aujourd'hui, il y a autant de domiciles que de Français finalement. Et faire un modèle économique rentable qui crée de la valeur pour un usager, un particulier, c'est aussi compliqué que de gagner de l'argent sur ce marché-là. Donc pour moi, l'avenir, il va sur une adaptation de la réponse à un usage quasiment unique. Et ça, c'est compliqué puisqu'on a du mal à industrialiser, ce qui n'est pas le cas des EHPAD, par exemple, qui ont un modèle finalement assez fermé, avec une vraie rentabilité, hein, clairement sur le foncier notamment, ou sur un renouvellement, ça c'est difficile à dire, mais de lits. Sur le domicile, c'est l'inverse. En fait, comme c'est extrêmement hétérogène, avec un territoire qui est compliqué, avec des réponses qui doivent être uniques, la rentabilité est donc nécessairement plus difficile. Donc, c'est la montée en valeur, en gamme et certainement des solutions techno qui peuvent apporter à ces métiers de main-d'œuvre, souvent considérés comme peu qualifiés, une réponse par le haut, en fait. D'accord. Une offre unique ou une solution unique, ça veut dire qu'en fait, tu vois dans les prochaines années les acteurs se mettre d'accord pour proposer quelque chose d'un peu plus, entre guillemets «normé»? Alors, il y aura une convergence, ça c'est sûr. Tous les modèles économiques que sont le nettoyage, l'immobilier ou l'intérim ont tous connu ce type de croissance, c'est-à-dire au départ très organique sur des territoires et puis ensuite des champions régionaux et ensuite nationaux, voire internationaux. C'est ce qui est en train de se passer sur notre secteur, hein, avec des rapprochements de réseaux, de groupes.
Donc c'est inhérent en fait à l'économie de manière générale. Mais dans nos métiers de service à la personne, aujourd'hui, on vend les mêmes métiers qu'il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'on vend une heure de ménage, une heure de ménage. C'est-à-dire une D'accord. heure pour une heure. Il n'y a pas de notion de package, il n'y a pas de forfaitisation. On est tout le temps sur une notion horaire qui fait on se tend le dos à l'État qui nécessairement fait que de baisser ou en tout cas essaie d'encadrer les prix par le prix de l'heure, alors qu'il faudrait se déconnecter complètement de D'accord. la tarification horaire en fait. Mais proposer un package pour aboutir à un objectif, à un résultat, plutôt que de travailler à l'heure, c'est ça? En fait, il faudrait juste que le besoin du client, la satisfaction, l'usage final, le bénéfice client, il soit déconnecté d'une volumétrie horaire. Aucun intérêt. Au final, si la personne elle a 5 heures de ménage au lieu de 10, mais qu'elle fait ses courses elle-même avec son auxiliaire de vie et qu'elle a un logement qui est adapté et qu'elle peut parler à sa petite fille aux États-Unis pour le même prix, mais elle est d'accord, il n'y a aucun souci. Or là, on est dans une logique d'heures, de plan d'aide en heures, ce qui ne va pas nécessairement dans le sens final de l'attente de la personne. D'accord. Autres enjeux dans le secteur? Les enjeux aujourd'hui, ils sont clairement autour du recrutement, de la main-d'œuvre, de la capacité à absorber ce marché qui ne fait que démarrer, hein. En fait, le marché de la dépendance, en tout cas, il est qu'au début, hein. Aujourd'hui, on est sur une tranche d'âge 75 ans, qui sont les premiers papy-boomers, qui globalement vont assez bien en santé, en tout cas, rien à voir avec leurs aînés de 10 ou 20 ans. Donc, globalement, on a des faillances, des problèmes de fragilité, mais on n'a pas de problème de dépendance, en tout cas pas de D'accord. manière massive. Par contre, dans les 10-20 ans, c'est réellement une révolution de l'âge qui arrive. Et pour l'instant, il n'y a pas de révolution de la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas rêver les petites filles en sortant de l'école sur ces métiers-là. On arrive toujours sur nos métiers, soit par hasard, soit par défaut. Et aujourd'hui, la filière de recrutement, de formalisation, de montée en compétences, elle est vraiment en balbutiement, hein. D'accord. Le recrutement, l'offre qui est hétérogène, un sujet qui m'intéresse d'avoir ton avis, c'est est-ce que tu penses que le maintien à domicile, même avec des services, il est possible partout? Quand je suis en France, j'habite un petit village en Savoie où il faut faire 7 kilomètres pour monter pour monter dans mon village. Il y a des personnes âgées. Je me dis que le service ne sera jamais forcément rentable. Enfin, maintenir à domicile les personnes âgées dans des lieux aussi éloignés ne sera pas forcément rentable. Est-ce que tu as cette notion de distance qui va influencer l'avenir? Mais c'est là où l'État se trompe, c'est qu'il devrait concentrer ses forces sur des territoires justement où il n'y a pas de modèle économique viable pour en faire un vrai service public et là payer au juste prix les opérateurs qui veulent y aller, soit privés, soit associatifs, peu importe D'accord. le modèle. Mmh. Et en revanche, laisser le libre marché s'organiser là où il y a une concurrence qui normalement doit être saine sur des agglomérations. J'imagine qu'à Grenoble, il y a pléthore d'opérateurs et dans ton village, il n'y en a quasiment Ouais. pas. C'est Et ça, ben, c'est ça. si on payait 30-35 € l'heure d'intervention ou un forfait à 800 € pour intervenir au domicile d'une personne dans ton village, mais tu aurais des opérateurs qui viendraient. Donc, l'État, la puissance, enfin, l'État-providence doit intervenir là où le marché n'est pas régulé, il ne se régule pas, parce que le pouvoir d'achat de la personne qui vit dans ton village ne permet pas pour lui d'accéder à ces services-là. Et c'est là où l'État doit réorienter sa puissance publique, son effort financier, et ne pas intervenir là où le marché peut se réguler. D'accord. Donc si je titille, ça coûterait même au final, ça va coûter plus cher de maintenir une personne âgée dans mon village en Savoie qu'en bas de la vallée dans la grande ville, C'est normal, c'est là où justement, où les gens habitent. oui, et puis globalement, il y a moins de services aussi dans le village, donc la personne âgée le sait. Donc globalement, voilà, c'est pourquoi les résidences-services, pourquoi les EHPAD se concentrent plutôt autour des centres urbains, c'est parce que l'offre globale, elle est plus forte et qu'à un moment donné, c'est plus qu'un choix de vie quand on vit dans un village. C'est soit contraint, soit choisi, mais on connaît les problématiques. Et donc, c'est justement à la puissance publique de remettre des services publics tels que la poste, les écoles, des médecins, des maisons médicales, de la fibre. On attend ça de l'État, d'avoir une réponse homogène sur le territoire
et les services à domicile en font partie. D'accord. Au niveau des acteurs, est-ce que tu vois dans les prochaines années, des fusions entre les différents acteurs? Et quid de l'avenir des petits indépendants? Est-ce qu'il y a encore une place pour les petits indépendants, dans les services à domicile, services à la personne? Service à domicile, oui, pas sur la dépendance. À un moment donné, déjà, le barrage au marché, il arrive sur la délivrance de l'autorisation. On a déjà des premiers verrous qui ont commencé à être posés. Je suis pourtant quelqu'un plutôt libéral, mais là, je considère que c'est pas inintéressant d'avoir quand même, sur un niveau d'études et une certaine taille d'organisation d'entreprise ou d'organisation tout court, ça, c'est pas gênant. En revanche, sur les services tels que le jardinage, le bricolage, l'entretien du cadre de vie, la maison et tous les autres services, aucun problème. Je veux dire, il y a autant de main-d'œuvre que d'offres de services. Ça, c'est pas gênant. En revanche, oui, le secteur va se structurer autour d'une dizaine de marques, d'enseignes, avec des positionnements qui pourront être plus ou moins différents. Et puis, oui, je pense qu'il y aura des synergies qui ne sont pas évidentes aujourd'hui avec des groupes, notamment d'EHPAD, qui cherchent à investir le secteur. Ouais. Mmh. Mais on a connu ça dans l'intérim, hein. Il y a eu 4 ou 5 très gros opérateurs dans l'intérim qui ont tenté le marché des services à la personne et se sont tous retirés. On a connu ça dans le nettoyage industriel, hein, où il y a effectivement des gros acteurs qui ont investi, qui se sont retirés. On s'aperçoit qu'il y a bien une typologie très particulière dans le service à la personne, avec des mimétismes qui paraissent évidents sur d'autres métiers, mais qui sont juste connexes, mais qui sont vraiment pas. Voilà, il n'y a pas de synergie réellement en Ouais. additionnant Mmh. finalement les forces de chacun. Peut-être que les groupes d'EHPAD y trouveront une réponse. On voit sur Domusvie qui est allé assez loin. En gros, tous y sont partis, hein, Orpea, Domusvie et Corian. Mais quand même sur des tailles qui aujourd'hui, si on regarde Adap ou Domidom, il y a eu peu de développement en termes de points de vente d'agences depuis qu'ils ont intégré le giron Orpea. Il n'y a pas eu un doublement de leur taille d'agence. Donc on voit que finalement, le service à la personne a quand même une, un mode très propre de son modèle, même s'il peut aider capitalistiquement, il a un développement qui lui est propre, avec voilà, une génétique qui est la sienne. Pour autant, voilà, les synergies, mon avis, pourraient être possibles sur certains acteurs, mais ça reste très compliqué et plutôt à construire en fait. C'est ça qui est intéressant. Et puis des niveaux de marge, qui sont très différentes. Je veux dire, quand on est, je sais pas, moi si je suis directeur financier ou un actionnaire d'un groupe, d'EHPAD, et puis que je vois le groupe d'EHPAD acheter un groupe de services à la domicile, la marge, au final, bah, elle baisse un peu. Alors oui, oui et non, ça c'était vrai il y a encore 10 ans, mais depuis 5 ans, on s'aperçoit, et moi j'ai des agences qui se vendent, hein, puisque ce Mmh. sont des franchisés qui investissent au départ 30 000 euros pour arriver dans mon réseau, être formés, être accompagnés, et au bout de 7 ans ou plus, hein, 14 ans, revendent leur agence, et j'ai des valorisations à plus de 700 800 000 euros de fonds de commerce, parce qu'on est sur un marché qui est en devenir, parce qu'on est sur un modèle économique qui est relativement stable, avec une vraie récurrence de chiffre d'affaires, et puis finalement, des fonds propres qui consolident, un portefeuille qui prend de la valeur, comme je vous l'ai dit, un barrage à l'entrée en termes d'autorisation, et donc des valorisations qui sont plus qu'intéressantes par rapport à un ticket d'entrée. Il y a un très grand groupe dont je ne pourrais pas citer le nom, mais qui est assez connu, qui est spécialisé dans la dépendance, qui a été valorisé 18 fois son EBE. C'est un Ah oui. peu Mmh. Mmh. inédit dans le secteur, enfin dans le secteur, grosso modo. Et donc, on voit bien que voilà, depuis 5 ans, on s'aperçoit qu'il y a une vraie valorisation finalement de notre activité en tant qu'entreprise à part entière et pas uniquement sur une stratégie de synergie dans les temps à venir. D'accord, d'accord. Domus Prévention, est-ce que tu peux nous le représenter? Alors, Domus Prévention, c'est l'idée globale qui avait un trou dans la raquette. C'est-à-dire qu'on a des artisans qui, globalement, font plutôt bien leur travail. Je dis globalement, et évidemment, toujours des différences. Un label qui s'appelle Handibat, qui est plutôt bien positionné pour les accompagner sur le champ d'adaptation du logement, la connaissance des publics et les solutions techniques. Et puis, les services à la personne qui, globalement, ont la clé de la porte d'entrée, connaissent les besoins sans vraiment les diagnostiquer, se rendent compte qu'il y a des problématiques de chute,
d'adaptation du logement, notamment pour le salarié qui intervient au domicile et qui lui-même est la variable d'ajustement de la non-adaptation. C'est-à-dire que c'est le salarié qui se tord le dos, qui se fait mal dans l'escalier, qui a du mal à faire la toilette à la personne âgée ou qui lui-même glisse dans les pièces d'eau. Et donc, le trou dans la raquette, c'était le diagnostic. C'était de se dire qu'à un moment donné, un logement peut être une source de danger et que le domicile peut être extrêmement dangereux et que l'EHPAD, finalement, c'est juste une toute petite partie de la réponse de la dépendance. Toute petite, il n'y a que 700 000 personnes en EHPAD Bien sûr. sur à peu près une quinzaine de millions de seniors. Donc, on voit bien que l'EHPAD, c'est pour les très, 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 très dépendants. On voit l'espérance de vie en entrée en EHPAD, c'est assez glaçant. Et donc, le domicile, c'est une réponse positive et plutôt attendue par tout le monde. Sauf que quand le logement n'est pas adapté, ça devient un piège. Un piège pour l'opérateur de service à la personne, un piège pour la famille, pour les aidants et pour la personne elle-même. Avec des accidents, enfin une accidentologie passée 80 ans après une chute qui est juste incroyable. Et donc, le trou dans la raquette, c'était de faire un diagnostic par un ergothérapeute qui est un sachant, quelqu'un qui connaît les typologies du vieillissement et qui connaît les réponses à apporter à l'adaptation du logement. On a donc créé une solution informatique qui a été déposée en termes de brevet, suivie par la BPI avec de la réalité augmentée, avec un algorithme qui, quand on rentre des données, vient s'implémenter et donner un niveau de dangerosité par rapport à une projection dans le temps et à la capacité de la personne à faire les gestes du quotidien. Donc, en fait, ce diagnostic, il est aujourd'hui diffusé dans toute la France. Donc, en fait, l'ergothérapeute vient avec le diagnostic au domicile d'une personne âgée, prend en compte, j'imagine, l'état de santé du couple ou de la personne âgée, l'évolution qu'il y a, et ensuite on concrètement circule dans le logement pour voir ce qui est adapté, ce qui n'est pas adapté, ce qu'il faudrait améliorer et comment il faudrait l'améliorer. En fait, on a pris le GIR, le groupe ISO-ressources, qui est Ouais. celui concrètement de la personne, ses capacités à faire les gestes du quotidien, à être autonome, et on a rajouté le D, le GIRD, le domicile, qui est pour nous un paramètre ultra important. Tous les autres sont complètement interdépendants du D, du domicile. En fait, quand on vit dans un Ouais. appartement Ouais. extrêmement adapté, finalement, le GIR, il a plus trop d'intérêt. Il a un certain intérêt, mais il est complètement inversé quand le domicile n'est plus adapté. Et donc, le GIRD, le domicile, c'est devenu un nouveau paramètre qu'on a intégré dans la tablette qui permet finalement de donner le vrai niveau d'autonomie de la personne. D'accord. Ce sujet des ergothérapeutes qui interviennent à domicile, je trouve que Domus Prévention, tu as démarré tôt, en fait, sur ce sujet-là. Trop Enfin, tôt. je trouve. Et est-ce que c'est déjà quelque chose qui est dans les mœurs, en fait, qui est accepté? Toi, ce que je veux dire, est-ce que c'est dans les mœurs, c'est accepté? Est-ce que les personnes âgées connaissent le sujet et font appel à un ergothérapeute, ou où il y a un intermédiaire pour que les personnes âgées soient au courant que ça existe? C'est le gros problème de la silver economy, c'est-à-dire que l'usager qui est au bout de la chaîne de décision, il est tout le temps interfacé avec un prescripteur qui lui-même, par rapport à un décideur, avec un financier, et au final, on se rend compte que toute cette chaîne de valeur, elle est compliquée. Sur le diagnostic autonomie, c'est exactement la même chose. Le financeur n'est jamais celui qui va être l'habitant final du logement. Et donc, en fait, on était sur une génération de seniors qui étaient peu intéressés par ce sujet. Souvent, c'était contraint forcé. Mon bailleur m'oblige, ma fille me demande que, etc. Un peu comme la téléassistance, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de chute, il n'y a pas de prise de conscience du danger. Ouais, ouais. Là, on a une génération là, qui, soit 60, 70 ans, 75 ans, est dans une autre logique de se dire, je vais faire des travaux dans ma maison, pour moi, pour mon confort, et je vais me poser la question maintenant si elle est adaptée, si les travaux que je vais faire vont me permettre d'y rester plus longtemps. Ça, c'est nouveau. Ce qui fait qu'on a une nouvelle catégorie de personnes qui viennent à nos ateliers prévention de chute, financés par les conseils départementaux, notamment la conférence des financeurs. Donc, on a un rajeunissement finalement des personnes qui viennent s'intéresser au sujet. Et finalement, les personnes les plus concernées sont déjà trop âgées pour prendre la décision. C'est-à-dire que ces gens-là vont subir le fait qu'on fasse un diagnostic par une assistante sociale, par un enfant, par un médecin, un gériatre qui va dire « Madame, il vous faut un diagnostic ». Mais la génération juste avant, qui arrive là,
ils ont une prise de conscience qui fait qu'ils sont maintenant en information et ils cherchent à être maîtres de leur autonomie. C'est-à-dire que la prévention, qui est un gros mot auprès d'une personne âgée, commence à devenir un peu comme le sport, comme l'hygiène alimentaire, quelque chose qui fait partie d'un mode de vie quand on a 60-75 ans. On a envie de vivre longtemps en bonne santé. D'accord. Donc, tu vois un changement arriver. Oui, mais c'est lent, hein. Justement Mm. parce que j'ai créé Domus il y a 6 ans, parce que je suis dans le service à la personne depuis 21 ans, que je vois ce glissement vers le bien-être, vers je veux pas revivre ce qu'a vécu mes parents, C'est ça, c'est ça. c'est-à-dire vivre mal les dernières Mm. années, ou dans la souffrance, ou ne pas décider de la manière dont je vais mourir, ou là où je vais mourir. Et donc ça, je ne veux pas ça pour moi. Et donc, je vais anticiper. Et donc, je prends plus vite une auxiliaire de vie, même si j'en ai pas besoin parce que je suis dans mon lit. Je vais me faire accompagner pour la taille de haie plus tôt. Je vais me faire accompagner pour faire mes courses plus tôt. Et je vais adapter mon logement plus tôt. Parce qu'en fait, le nombre, alors ça a peut-être évolué, mais il y a 2 ans, quand j'avais vu le nombre de diagnostics de l'Agir Carco, je ne sais plus comment il s'appelle, bien chez moi, un truc de ce style-là, et que j'avais vu que c'était de mémoire 3600, en tout cas c'était moins de 4000 diagnostics avec la puissance de feu des secteurs de prévoyance qui faisaient la promotion, comme AG2R, Malakoff Médéric, qui font la promotion de ça, mes parents ont reçu ça, c'est-à-dire, et uniquement 3600. Tu crois, est-ce que ça a changé en quelques années, ou est-ce que c'est toujours sur des chiffres aussi faibles par rapport à la demande? Et qu'est-ce qui fait que c'est pas, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce chiffre augmente? Il faudrait, comme on le propose au Conseil national de la Silver Economy, rendre, non pas obligatoire, mais un passage obligé à un certain âge d'un diagnostic de sa maison, comme on fait un diagnostic automobile, comme on fait un diagnostic immobilier quand on vend sa maison, soit au moment de passage à la retraite, soit à 70 ans, 65 ans. Évidemment, il faut que ce soit financé dans un premier temps, et après, je pense que les Français le financeront, mais il faut un passage obligé. C'est-à-dire que si il n'y a pas un événement déclencheur du diagnostic, il ne se passera jamais rien. La nature humaine est faite de telle sorte qu'elle s'adapte toujours au changement. Et le vieux, c'est toujours l'autre. On ne se voit pas vieillir, ce qui fait que la personne âgée, elle a une stratégie de contournement dans son logement qui fait qu'en elle, elle va s'adapter, elle va s'accrocher à tout ce qu'elle peut pour traverser la pièce, mais ce n'est pas un problème. Moi, moi, vous savez, j'ai 90 ans, j'ai jamais eu de problème. Bah, bah, elle s'est pris le fil au dernier moment ou elle s'est pris le coin de la table. Mais jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème. Bah, jusqu'à la chute. Mm. Voilà. Et puis la chute va entraîner une surchute, etc., etc. Donc, en fait, il faut déclencher un événement. C'est-à-dire que tout comme la téléassistance se met doucement à décoller, uniquement parce qu'il y a de plus en plus de chutes ou autre, c'est ce facteur déclencheur qu'il faut créer. Euh, il faut des rendez-vous automatiques. Par exemple, d'ailleurs, dans nos principaux clients, aujourd'hui sur Domus, c'est des bailleurs sociaux qui, eux, sont propriétaires du logement Mm. et se disent, ils ont quand même une certaine responsabilité sociétale à se dire, je loue mon logement, sociétal et économique, hein, et si je peux le louer le plus longtemps possible à cette personne et qu'elle reste chez elle jusqu'à 90 ans, ça me va bien. Ça me permet de régler les problèmes dans les quartiers parce qu'il y a une mixité sociale de personnes âgées avec des jeunes couples plus ou moins issus de l'immigration et justement ces facteurs de stabilité. Ça me permet, moi, d'avoir des locataires qui payent régulièrement, on est d'accord. Et puis, socialement aussi, d'accompagner des personnes âgées parce que socialement, c'est quand même des bailleurs sociaux. Et donc, aujourd'hui, les bailleurs sociaux sont, avec les conseils départementaux, les principaux financeurs de l'adaptation du logement et donc des diagnostics. Si je titille un peu, rend le diagnostic, on va dire, pas forcément obligatoire, mais en fait, on va dire, proposé fortement, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller jusqu'à obliger les gens à adapter leur logement après? Parce que ils ont reçu un ergothérapeute avec les diagnostics HGR Carco il y a, je sais pas, il y a 1 an. Il y a un document qui est revenu, qui est envoyé par la. Je rigole parce que c'est fou. A été envoyé par la poste, et puis plus rien dans la suite, en fait. C'est au bon vouloir des parents de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pas. Ce qui n'est pas,
ce qui n'est pas tout mal de ne pas les forcer s'ils Voilà, veulent vraiment c'est ça, pas le voilà. faire. Comment est-ce que tu vois la chose? Comment est-ce que tu vois il faut forcer les serrières à adapter leur logement, mais sans trop les forcer, parce qu'il faut aussi la liberté. Comment est-ce que tu vois ça? Alors ça, c'est le problème du français, c'est-à-dire que empêcher les gens de fumer, c'est pas possible, les empêcher de boire, c'est pas possible. Être répressif quand on conduit et qu'on a bu, là, on peut. C'est la carotte, le bâton. Donc, c'est déjà d'offrir le diagnostic à période D'accord, ouais. anniversaire et autres. Ça, c'est intéressant. Et puis, l'étape d'après, ça va être le diagnostic immobilier, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui est locataire, par exemple, il n'aura peut-être plus le choix parce que son propriétaire bailleur, qu'il soit bailleur social ou autre, il lui dira, écoutez, vous avez 70 ans, vous avez 75 ans, on refait un diagnostic. Voilà, c'est step by step. Moi, je ne crois pas à quelque chose de tout obligatoire. Le français n'aime pas. Et en plus, c'est très intrusif quand même, hein. Le diagnostic, il va loin, hein. On fait quand même des photos des pièces de vie, Oui, on en oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr, faire. oui. Voilà, c'est pour ça qu'un ergothérapeute est la bonne personne pour le faire. Mais je ne crois pas au et justement, je pense que le service à la personne, l'auxiliaire de vie, le responsable de secteur, le responsable d'agence, c'est la bonne personne pour être le tiers de confiance pour faire accepter un diagnostic et faire que le diagnostic devienne un changement. Parce que l'acceptation du changement, ça ne peut être que par une discussion, un échange avec, par exemple, la famille, les aidants familiaux et professionnels. Et donc, le diagnostic, pour moi, la distribution des diagnostics peut passer par les réseaux de services à la personne, entreprise ou associatifs. D'ailleurs, Domus travaille avec beaucoup de concurrents de Général Services, ce n'est pas un souci. L'outil a été proposé à différents réseaux nationaux de services à la personne qui l'utilisent aujourd'hui parce que ça devient une porte d'entrée au changement pour après euh, commencer en fait à faire que le projet de vie de la personne autour de son domicile s'organise et on le sait que le bâti, ça reste quand même le principal besoin d'adaptation. Enfin, le sujet numéro un dans le vieillissement à domicile, ça reste le bâti. Si on va dans le projet de vie un peu plus loin, le care manager, certains appellent ça un nouveau métier, d'autres disent que ce n'est pas un nouveau métier, bon, bref. Ce care manager, est-ce que tu le vois dans les années qui viennent? Est-ce que tu y crois déjà? Est-ce que tu vois ce sujet-là se développer en dehors des services? Parce que certains veulent faire ça en dehors des services. Ou est-ce que c'est dans tes structures, en fait, qu'il va y avoir des care managers? Ou voilà, comment est-ce que tu vois ça? Ben oui, le problème, c'est qu'on a un problème de marge, de rentabilité, et à chaque fois qu'il y a un intermédiaire dans un champ économique, dans une chaîne de valeur, c'est un coût supplémentaire. Et donc, quelqu'un doit le payer au final, ce care manager. Bien sûr qu'il est intéressant pour piloter, manager, mais c'est ni plus ni moins qu'un référencement nouveau, qu'une maille dans la chaîne de valeur, et quelqu'un doit le payer. Donc, il y a un surenchérissement du métier. Pour autant, il porte de la valeur, c'est-à-dire que son coût crée de la valeur. Normalement, quand il y a de la valeur et un coût, ça devrait s'égaliser. Moi, je crois effectivement beaucoup plus par un opérateur qui crée ses fonctions, et moi, je vais vers ça dans mes métiers, c'est-à-dire que je vais fournir dans peu de temps, je fournis déjà mes tablettes adaptation de logement, mais ma tablette, je suis en train de l'adapter pour qu'elle puisse intégrer tous les champs, l'alimentaire, les exercices physiques et tout ce qui est lié à l'équilibre, le loisir. Donc, en gros, qu'on ait une vision 360 du besoin de la personne. Soit on le produit nous-mêmes au sein des agences générales des services, soit on est un orientateur, un guide, quelqu'un qui va flécher, prescrire vers telle ou telle organisation. Voilà. Mais je ne crois pas, enfin, le care manager, je pense que ça fonctionne bien quand, par exemple, c'est une entreprise qui le finance. En fait, en B2B2C, je pense qu'il y a une possibilité. Par exemple, un, comment on appelle, un assisteur d'assurance, voilà, Europe Mondiale, IMA, qui finance des vrais care managers, pas celui qui appelle et qui demande à faire 3 heures ou 5 heures de sortie d'hospitalisation, un vrai care manager qui prend le dossier de A à Z. Je pense qu'eux ont une vocation par rapport à leurs clients que sont les assureurs, les mutuelles. Eux, là, le maillon, là, il est bon. Il n'y a pas de souci. Par contre, je ne vois pas de care manager, entre guillemets, libéraux, qui Oui. seraient des purs opérateurs, des purs players sur le marché,
que de toute façon, à un moment donné, quelqu'un doit payer. Et il ne faut pas imaginer que les services à la personne vont surpayer la mise en relation avec un client âgé parce qu'on est déjà débordé. On est Ouais. déjà débordé. Moi, j'ai une liste d'attente dans mes agences. Les Et ça attentes de va personnes pas qui maison, veulent, les attentes des personnes qui veulent bénéficier des services. bien sûr. D'accord. Et tant mieux, ça va permettre de surenchérir le coût de la masse salariale, enfin, moi, de mieux payer mes salariés. Et peut-être qu'on va réussir à sortir d'un secteur qui est en difficulté, qui est au pied du mur, sur le fait que personne ne veut payer le vrai prix du service. C'est qu'à un moment donné, quand on ne peut pas, par exemple, aller dans ton village pour aider ta voisine, parce que le prix ne correspond pas au coût, ben, à un moment donné, une position, soit elle déménage de la maison, elle quitte la maison, c'est triste, hein, elle est déracinée, soit quelqu'un, peut-être pas elle, mais quelqu'un, la, la puissance publique, sa mutuelle, ça vient dire oui, on va payer 35 € de l'heure parce qu'il y a X heures, X minutes de trajet, qu'il n'y a personne d'autre à côté pour mutualiser la prestation. Et donc, la demi-journée, pour passer 1 heure et demie chez ta voisine, ça va coûter une demi-journée. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, voilà, le pure player en care manager, je n'y crois peu, sauf en B2B2C, sur une chaîne de valeur où, en gros, celui qui le commande est déjà le financeur. D'accord. Un mot de conclusion. On a dit beaucoup de choses, Euh, donc je te laisse faire. Bah, écoute, bah, la conclusion, elle est simple, c'est que ça fait 21 ans que je suis dans ce secteur, que je m'ennuie jamais, que tout est à construire, que 80% de ce qu'on va consommer en service dans les 20 prochaines années n'existe pas encore. Il faut le construire. Et que pour ceux qui rentrent sur ce secteur-là, c'est le bon moment. Moi, je trouve qu'il y a une maturité comme il n'y a jamais eu. J'attends beaucoup de cette future loi autonomie, mais en tout cas, moi, à titre personnel, je ne m'ennuie pas. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, quelle que soit la taille de l'entreprise ou les envies qu'on a. Il y a encore quelques belles pages à écrire. Merci. Merci Didier Château. Je rappelle que tu es président fondateur du groupe Général des Services et aussi cofondateur et président de Domus Prévention. Merci beaucoup. Merci Frédéric.